BFM TV face à face. Apolline de Malherbe. Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Linda Kebab. Bonjour. Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions. Vous êtes policière, vous êtes déléguée nationale unité SGP Police Force Ouvrière. La France est en alerte maximum, niveau urgence attentat. C'est le niveau le plus élevé du plan Vigipirate et en alerte y compris à la bombe, alerte à l'attentat. On va revenir sur ce que ça veut dire en matière de mobilisation pour vous tous, policiers, forces de l'ordre. Mais d'abord, précisément, ces alertes qui se multiplient. Il y a eu beaucoup d'alertes dans des lycées, dans des collèges. Et puis hier, ça a touché même des aéroports. L'aéroport de Lille, de Lyon, de Nantes, de Nice, de Toulouse, de Beauvais ont tous fait l'objet d'évacuations hier après des alertes, des menaces d'attentats. Concrètement, quand une alerte arrive, qu'est-ce que ça veut dire pour vous tous, policiers ? Au-delà de ceux que vous venez de citer, il y a également eu hier à nouveau le château de Versailles avec une évacuation, également un lycée à Paris. Donc on touche également des établissements scolaires qui nécessitent soit le confinement, soit l'évacuation en fonction de la configuration et au moment où ça arrive. Et ce qui semble à chaque fois être des swatings, des fausses alertes, des jeux, et ce qui provoque malgré tout une surutilisation en fait des effectifs. Vous savez, malgré tout, on l'oublie, on est en pleine Coupe du Monde de rugby. On a, il y a quelques jours, réussi, notre organisation syndicale, à faire abaisser le taux de présence des policiers qui était à 80%. Donc, une grande difficulté à pouvoir prendre des temps de congé, des temps de repos. On avait réussi à le faire abaisser à un temps de présence opérationnelle à 60%. Mais malheureusement, le fait d'avoir relevé cette urgence attentat implique à nouveau, de se remettre dans un niveau écarlate opérationnel. Et très sincèrement, sur le terrain, c'est le remontée de terrain que l'on a actuellement. C'est une alerte permanente avec l'impossibilité, je vous dis très sincèrement, de pouvoir assurer les missions de sécurité sur l'ensemble des sites qui sont susceptibles d'être touchés par une attaque. Impossibilité de pouvoir assurer la sécurité ? Regardons seulement le nombre d'établissements scolaires. On a 60 000 établissements scolaires. Même si on joignait l'ensemble des forces, police nationale, gendarmerie nationale et police municipale, on ne pourrait pas répondre à l'ensemble des besoins. Notamment parce que déjà une partie des polices municipales ne sont pas armées, que les polices nationales et les gendarmeries nationales sont déjà extrêmement engagées. Et puis derrière, il y a évidemment les établissements religieux comme les synagogues, les musées, les aéroports, vous l'avez cité. Aujourd'hui, on est dans l'incapacité de répondre à tout. Et malheureusement, ces opérations swatting nous sursollicitent. Swatting, vous le dites, ce sont ces fausses alertes. On va revenir quand même sur ce que vous dites, qui est un problème de fond. C'est-à-dire que dans une époque où on nous dit qu'on est en alerte attentat, où la menace terroriste n'a jamais été aussi élevé d'après notamment le ministre de l'Intérieur. Vous nous dites qu'aujourd'hui vous êtes tellement à flux tendu et tellement sollicité que vous n'êtes pas forcément en mesure de faire face à ces questions de sécurité. Revenons quand même à ces questions d'alerte. Précisons qu'aucune de ces alertes ne s'est avérée réelle, c'est-à-dire qu'on n'a trouvé ni bombe ni menace réelle d'attentat. Bien sûr, heureusement. Ce n'était que des fausses alertes. Oui, de fausses Question alertes. sur la nature de ces fausses alertes. Est-ce que ce sont juste des mauvais plaisantins, des mauvaises blagues, comme le nie le ministre de la Justice, ou est-ce que c'est une manière justement de tester, de voir les limites, d'abîmer au fond la défense en France ? Alors, je n'ai pas les compétences de voyance du garde des Sceaux, qui déjà dépeint le profil de ces personnes. Je rappelle que les enquêtes sont en cours. Certaines alertes se sont faites via la plateforme moncommissariat.fr, d'autres par téléphone. Je ne vais pas rentrer dans le détail technique, et notamment des éléments d'enquête et des moyens judiciaires qui sont mis en œuvre pour pouvoir identifier ces personnes, mais je n'ai pas d'inquiétude quant à cette capacité de mes collègues à pouvoir les identifier. Néanmoins, on verra le profil. Évidemment, quand on parle de swatting, on parle de plaisantin, comme le dit si bien le garde des Sceaux. Mais il y a certainement d'autres profils. Et comme vous le dites, il y a probablement des personnes qui viennent affecter frontalement les institutions, l'exercice opérationnel des forces de police. La volonté de nuire, la volonté de déstabiliser. On ne peut pas, en tant qu'aujourd'hui Français, dire qu'il ne peut pas y avoir derrière ces démarches qui sont malveillantes, une volonté de déstabiliser dans l'opinion publique, de mener à de l'inquiétude. Le terrorisme passe par la terreur, et la terreur, elle est aussi idéologique. Et donc, ça crée une sacrée situation de psychose, parce que vous l'évoquiez, il y a eu aussi effectivement les musées, le musée du Louvre il y a 3 jours, le château de Versailles à nouveau hier. Il y a des trains aussi, un train au départ de Nice à destination de Paris qui a été évacué pour un bagage abandonné. Il y avait eu la gare de Lyon 2 jours avant. Bref, c'est une situation pour le coup sur tout le territoire et dans tous ces lieux publics de très grande déstabilisation. J'ai quand même une question, c'est que deux d'ailleurs. La première, c'est est-ce que ces alertes se multiplient vraiment, ou est-ce que c'est simplement qu'aujourd'hui, étant donné justement qu'on est en niveau alerte attentat,
on les prend plus au sérieux? Alors, il y a deux choses. Il y a une multiplication des alertes à la bombe dans les établissements, c'est ce dont on vient de parler. Concernant les alertes, notamment les colis piégés, les craintes de colis piégés, des bagages oubliés, il y en a toujours eu dans les réseaux de transport, notamment franciliens et des grandes agglomérations. C'est juste que, évidemment, la procédure aujourd'hui oblige les forces de police à être beaucoup plus précautionneuses. Le déplacement du laboratoire technique à Paris, mais de manière générale des opérateurs de déminage, évidemment, est pris bien plus au sérieux parce qu'on a relevé cette alerte attentat. Elle est plus que renforcée. On est en urgence permanente. Et donc, on ne peut pas se permettre d'imaginer qu'un colis puisse ne pas être piégé. Et c'est donc une forme de principe de précaution. Et j'en viens à ma deuxième question. Vous connaissez tous la fable de l'enfant qui criait au loup. Il crie au loup, on vient, il n'y a pas de loup. Il crie au loup, on vient, il n'y a pas de loup. Troisième fois qu'il crie au loup, on se dit, bon, bah ça y est, il nous refait le coup. Sauf que ce jour-là, il y a vraiment un loup. Est-ce que, Linda Kebab, à force d'être testé comme ça sur des fausses alertes à la bombe, vous n'allez pas, à un moment ou à un autre, laisser passer la vraie alerte? Non, parce que la procédure est cadrée. En fait, on est sur un niveau d'alerte qui nous oblige à un cadre bien particulier. Donc, il faut aussi quand même rassurer nos concitoyens. Dès lors que l'on est alerté, il y a un périmètre qui est mis en place, il y a l'autorité préfectorale, il y a les services de secours qui se rapprochent. Tout est à chaque fois millimétré et cadré. Néanmoins, il y a une usure qui va s'installer et à mesure des alertes, c'est non pas l'opérationnalité des policiers qui va être mise en danger parce que la résilience de nos collègues, on l'a vu ces dernières années, elle est là, les collègues s'adaptent, ils ont une capacité de résistance extrêmement forte. Non, c'est par contre, je pense, l'usure politique. On ne pourra pas tenir comme ça jusqu'aux Jeux Olympiques. L'été prochain, c'est impossible. Je rappelle juste que l'on va quand même charrier des millions de personnes sur l'ensemble des transports français. Et évidemment que les 360 opérateurs de déminage, les 150 000 policiers, les 100 000 gendarmes ne pourront pas répondre à l'ensemble des requêtes. Et c'est là où ça va poser problème. Si je vous écoute, on va revenir dans un instant sur un attentat qui a été arrêté hier, une attaque au couteau qui a été arrêtée hier par certains de vos collègues. Mais si je vous écoute, Linda Kebab, vous êtes inquiète aussi de la suite, c'est-à-dire de la juxtaposition à la fois de cette menace terroriste et des très grandes manifestations d'accueil d'un très large public. Oui, aujourd'hui, la France est face à un grand défi. Elle ne peut pas uniquement se reposer sur les épaules de ses agents, les policiers notamment, les opérateurs notamment, les services de secours notamment. Elle doit aussi prendre des positions politiques. Aujourd'hui, cette semaine, il y a eu des déclarations notamment du président de la République et du ministre de l'Intérieur concernant les personnes qu'il faudrait expulser. Les personnes étrangères qui 193 personnes, parmi toutes les dizaines de milliers de personnes fichées S, mais 193 qui sont des radicaux considérés comme particulièrement dangereux et qui sont officiellement expulsables parce qu'ils sont en situation irrégulière. Bien sûr, mais le code du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit déjà que ces personnes puissent être expulsées dès lors qu'une personne est une menace à l'ordre public et qu'elle est étrangère, elle peut être expulsée. Pourquoi est-ce que les choses ne sont pas faites? Parce que c'est bien plus compliqué. Je vous rappelle juste que la France, comme 46 autres pays, comme 46 États membres, ont ratifié la Convention européenne des droits de l'homme. Donc forcément, ça met en œuvre quand même, au-delà de la législation nationale, des moyens de protection à l'attention de ces personnes. Le fait d'être arrivé avant 13 ans en France, le fait de résider depuis un certain temps, le fait d'être marié avec un Français ou une Française, le fait d'avoir des mineurs français comme enfants. Tout ça sont des mesures de protection. En fait, ce que vous me dites, c'est qu'il y a beaucoup d'exceptions. D'ailleurs, on s'en est rendu compte avec l'assassin de Dominique Bernard, qui était arrivé en France à l'âge de 6 ans. Une procédure d'expulsion, d'abord pour la famille entière, mais ensuite contre lui-même, avait été déclarée, mais irrecevable, parce qu'en effet, inexpulsable, étant arrivé avant l'âge de 13 ans. C'est ça. Est-ce que vous êtes en train de nous dire, Linda Kebab, qu'au fond, vous vous sentez impuissante, c'est-à-dire que vous êtes les policiers, vous faites une OQTF, mais à la fin, vous savez qu'elle ne sera jamais appliquée? En fait, les policiers ne font qu'appliquer la loi. Donc, la France a ratifié des textes européens. Les textes européens, je suis désolée, c'est pas la Bible. Ils sont pas non plus gravés dans le marbre. On peut très bien les modifier. Vous avez également l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qui garantit le respect le droit à la vie privée, et à la vie familiale, qui empêche également... Mais en même temps, ce qui permet aussi, c'est des garanties pour... Bien sûr, mais il faut quand même des garde-fous. Je parle pas de se désolidariser des textes européens, je parle juste de s'adapter à un fait de société. Aujourd'hui, depuis 2018, on constate sur le territoire français notamment des attaques terroristes qui, pour la plupart, viennent par exemple du Nord-Caucase. L'Ingouchie, la Tchétchénie, Samuel Paty, l'attaque de 2018, tout le monde a oublié, il y a eu un mort dans le quartier d'Opéra et puis tout récemment. Eh bien aujourd'hui, on ne peut pas expulser ces personnes parce qu'évidemment, elles seraient soumises éventuellement à des actes de torture ou de maltraitance dans leur pays d'origine. Et donc la loi nationale en France
mais également les textes européens protègent ces personnes. Alors oui, aux droits de l'homme, oui, à la protection de ces individus, mais oui aussi à la protection des 65 millions d'individus qui aujourd'hui peuplent la France. Est-ce que la liberté d'une personne et éventuellement les prémices d'un traitement dans son pays d'origine, dont on n'a absolument pas la certitude qu'elle serait maltraitée, nous donne le droit aujourd'hui d'exposer l'ensemble des concitoyens français à un risque de mort. En réalité, vous posez la question aussi d'une sorte de situation d'urgence, c'est-à-dire qu'il faudrait peut-être des lois d'exception avec le moment que l'on traverse ? Pas des lois d'exception, juste une adaptabilité des textes à une société qui est en mouvance permanente et avec une Europe qui aujourd'hui est une solution régionale aux droits de l'homme qui s'inscrit dans un contexte international. Il y a un problème de droits de l'homme au niveau international et l'Europe est devenue une solution régionale. Est-ce que oui ou non, l'Europe ne doit pas aussi se protéger, non pas comme certains parlent de protection civilisationnelle, mais je parle juste d'États membres, de souveraineté nationale et de population. En fait, vous dites qu'il y a une contradiction entre les décisions que l'on prend, que vous, policiers, appliquez, c'est-à-dire décider par exemple qu'une personne doit quitter le territoire. En réalité, vous faites ça, mais ça se heurte à un autre principe contradictoire, lui, qui nous empêche, pour un certain nombre de raisons, d'expulser. Est-ce que ça veut dire que quand on entend Emmanuel Macron qui donne une directive à tous les préfets de France il y a 3 jours pour leur demander d'être particulièrement vigilants et de mettre en œuvre les expulsions de ces 193 personnes dont je parle, en fait, c'est du vent. En fait, certains vont pouvoir être expulsés, d'autres vont saisir les autorités judiciaires qui leur permettront de rester. Il y a un centre de rétention administrative pour les personnes condamnées, en tout cas qui ont purgé des peines pour du terrorisme. Il y a 3 cellules en particulier qui sont actuellement sur le CRA de l'Équin dans le Nord. Aujourd'hui, les collègues, j'ai eu l'occasion il y a quelques mois de m'y rendre très longuement et d'échanger avec eux, ils m'ont dit on est en sous-effectif. Les juges sont débordés. Donc, on a aussi aujourd'hui des personnes qui sont retenues dans ces centres. Et notamment, au moment où j'y étais, il y avait 3 personnes issues de 3 continents différents, l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Et les collègues me disaient, dans 4-5 jours, certains devront être libérés parce qu'on arrive au bout de la durée de rétention administrative. Alors qu'il s'agissait de personnes qui avaient jugées dangereuses. Qui avaient purgé des peines pour terrorisme et jugées dangereuses. Eh bien, il y avait un risque imminent à ce que ces personnes soient libérées. Vous savez si elles ont été libérées depuis ? Vous avez eu des nouvelles ? Je ne m'exprimerai pas là-dessus. Mais en tout cas, c'est un risque permanent. C'est un risque permanent. Et factuel. Linda Kebab, hier, à Cannes, un homme s'est mis à prier dans un garage. Le patron de ce garage lui a demandé de partir. Et l'homme a alors saisi un couteau. Il a crié Allahu Akbar. Il a tenté de s'en prendre au patron du garage. Il a tenté de le poignarder à l'abdomen. Il a rapidement été interpellé par la BAC parce que le patron de ce garage avait eu le temps d'alerter les secours. Est-ce que vous en savez plus ce matin, Linda Kebab ? Alors, je ne vous donnerai pas, c'est comme pour cet horrible attentat à Arras où on a évidemment été sollicité pour donner des éléments d'enquête. On ne peut pas le faire, je ne peux pas le faire à cet instant, ou donner des éléments d'enquête, que ce soit sur le profil ou sur le mode opératoire et sur évidemment les éventuelles affiliations terroristes de cet individu. Néanmoins, moi, je tiens en tant que représentant du personnel et issu de la police nationale, saluer, il faut le rappeler quand même, parce qu'au-delà des forces d'intervention que l'on connaît en France et qui font un travail exceptionnel, je pense particulièrement au RAID du côté de la police et du GIGN du côté de la gendarmerie, il y a également ces forces d'intervention locales, les BAC, comme là à Cannes, les brigades issues des commissariats, comme ce fut le cas à Arras, où en 4 minutes d'intervention, les collègues ont pu neutraliser l'individu qui, je rappelle juste, et c'est un message que j'ai besoin de refaire passer, je l'ai fait passer, je le refais passer, 2 choses. Au moment où les collègues interviennent à Arras, au bout de 4 minutes, on est sur un FSPRT, donc avec une fiche active et quelqu'un qui est très hautement surveillé par la DGSI, avec les moyens que la DGSI a, parce que je rappelle juste qu'on a quand même 20 000 fiches aujourd'hui en France. Les collègues sont intervenus en 4 minutes. 2 choses, il y avait une victime à ses pieds. Il y avait une victime qui, normalement, on aurait dû déplorer plus de victimes, plus de morts. Les collègues ont eu peur d'utiliser leur arme 9 mm. C'est le retour du terrain. Je vous parle de ce qui s'est passé à Arras. Les collègues ont eu peur d'utiliser leur arme 9 mm. Ils ont utilisé le taser, donc le pistolet à impulsion électrique, qui heureusement a bien fonctionné, mais qui ne fonctionne pas toujours. Et donc, ils ont pu neutraliser l'assaillant. Mais ils ont pris un risque. Vous savez pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les policiers, notamment dans les services locaux, et surtout quand on a vu ce police bashing cet été, notamment jusqu'au RAID qui a subi, eh bien aujourd'hui, nous disent, nous avons peur d'utiliser notre arme, même face à des terroristes. Alors attendez, je veux quand même comprendre, parce que là, ce que vous nous racontez, donc vous nous racontez cette scène. Vos collègues arrivent. On a tristement vu les images après avoir effectivement poignardé Dominique Bernard à l'entrée du lycée. Il est rentré dans la cour du lycée et là, d'autres personnels de l'éducation ont tenté de s'interposer.
une victime à ses pieds, qui aujourd'hui est, après avoir été hospitalisée, est toujours hospitalisée, mais est hors de danger, voyant la victime à ses pieds, les policiers n'osent pas tirer avec vous dites que c'est à cause de la victime à leurs pieds, ou est-ce que c'est par crainte d'être lynché ou qu'il y a la peur juridique? Je comprends pas. La peur juridique aujourd'hui, non, mais c'est la peur d'une balle perdue non, c'est la dans peur le contexte. Parce que si c'est la peur d'une balle perdue, ils ont bien fait, non? Les contextes terroristes aujourd'hui est couplé à une inquiétude de plus en plus grande dans les rangs de la police, qui est juste composée d'humains, qui ont subi 2 mois cet été d'un police bashing innommable, à la veille quand même d'une situation d'attentat assez exceptionnelle et que l'on n'a pas connue depuis un certain temps, et avec des policiers aujourd'hui qui nous disent « mais même dans ce contexte-là, moi j'ai pas envie de me retrouver en tôle, et donc du coup devant un terroriste, je fais quoi ?» Eh bien factuellement, vendredi, ce genre de questions se pose dans les microsecondes. Se pose et s'impose. Les collègues nous le disent. Nous ne sortons pas l'arme, on a peur aujourd'hui d'être attaqués par des gens qui nous disent qu'on aurait dû peut-être cibler les orteils d'un terroriste pour le neutraliser. Il se trouve que, ayant une victime à leurs pieds, vous auriez fait pareil, vous n'auriez pas sorti votre arme. Et pourquoi pas? Vous avez la légitime défense d'autrui. À ce moment-là, vous avez une personne qui a un risque de mort, exposé à un risque de mort. Le couteau est une arme létale. Oui, mais c'était plutôt pour protéger la victime à leurs pieds, non? Je vous dis juste que la crainte des policiers aujourd'hui, c'est l'exposition juridique, l'exposition au police bashing, l'exposition de leur visage sur les réseaux sociaux, et qui se disent que leur vie, qui ont vu ce que notre collègue de Nanterre, je ne préjuge pas de l'enquête judiciaire qui concerne l'affaire de Nanterre, mais qui ont vu la vie de famille de notre collègue de Nanterre, qui a été exposée avec une femme et un enfant qui ont dû être protégés puis rapidement mis à l'abri, parce qu'à tout moment leur vie était en danger. On n'était pas dans un cas terroriste, mais vous pensez vraiment que pour ceux qui détestent la police, le cadre terroriste les arrête? Je vous rappelle juste que 13% de nos concitoyens estiment encore que la police devrait être assez bisounours devant des terroristes. Donc je suis désolée, mais il y a encore aussi une capacité de nuisance idéologique de personnes qui estiment que des policiers, même face à des terroristes, devraient être avant tout droits de l'homiste à l'attention du terroriste. Dans ce cadre-là, le permis de port d'armes devrait être octroyé aux policiers hors service. Je précise les choses, il s'agit d'être armé dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire vous allez au cinéma, vous allez dans un stade pour un match de foot. Aujourd'hui, vous n'avez pas le droit de porter votre arme, ou alors uniquement si vous y êtes spécifiquement autorisé par ceux qui organisent la rencontre. Demain, et c'est une information RMC que l'on a dévoilée ce matin, vous serez autorisé à porter votre arme à tout endroit, partout où vous vous trouvez. Vous estimez que c'est une bonne chose ? La décision va s'imposer aux ERP, donc les établissements recevant du public, qui en effet aujourd'hui majoritairement refusent d'avoir des policiers qui entrent avec leurs armes pour des raisons qui les regardent. C'est une bonne chose parce que s'il y a un attentat, je pense notamment à un musée, à un monument, à un lieu de vie et de loisirs, ça permettrait à des policiers d'intervenir. Ça doit malgré tout se coupler un accompagnement des effectifs, notamment en matière de formation et de tir, qui aujourd'hui, on le sait, tous les policiers vous le diront, la formation est insuffisante et elle expose juridiquement nos collègues, aussi bien formateurs que ceux qui sont sur le terrain. C'est une bonne chose. Néanmoins, on ne réglera pas le problème du terrorisme comme ça, Madame de Malherbe. Vous vous doutez bien qu'on ne peut pas encore une nouvelle fois dire que tout le risque attentat de notre pays repose uniquement sur ça. Le tout sécuritaire dans la lutte du terrorisme, c'est une bonne chose, mais elle doit être associée à autre chose. Vous portez votre arme, là ? Je ne porte pas mon arme pour venir dans vos locaux, vous êtes un ERP. Je ne voudrais pas être... vous savez très bien qu'on passe aujourd'hui par des portiques de sécurité. J'ai déjà été refoulée il y a quelques années en tentant d'entrer dans vos studios. Je ne suis plus revenue avec. Mais Linda Kebab, ça veut dire que demain, si les lieux recevant du public sont autorisés à accueillir des policiers armés, vous pourriez venir armé. Je pourrais venir armée, bien sûr. Linda Kebab, vous avez entendu cette formule de Gérald Darmanin ? Pour vous protéger. Je précise. Bien sûr, non, mais bien sûr, j'ai jamais imaginé que vous veniez me menacer. Non, mais c'est important de le préciser pour nos concitoyens que si les policiers entrent armés dans un ERP, c'est pour protéger les visiteurs de cet ERP. Linda Kebab, la haine du juif et la haine du flic se rejoignent. Vous êtes d'accord avec cette formule ? Vous savez, ce sont des formules politiques. J'évite toujours de rentrer dans les débats politiques parce qu'aujourd'hui, c'est ce que c'est devenu, en tout cas depuis 48 heures, depuis que cette déclaration a été faite par le ministre. On sait qu'une partie de la gauche, et notamment de la France insoumise, s'en est offusquée. Je pense que toutes les haines se valent et à partir du moment où on a la haine du juif, on a la haine du flic, on a la haine de tout autre groupe minoritaire, professionnel, ethnique, religieux, ou de toute manière, elles se valent toutes et elles amènent toutes à la violence. Oui, aujourd'hui, il y a des discours qui sont inquiétants
dans notre territoire national, qui amène à une haine de la police, factuellement. Ce sont les mêmes qui détestent la police et qui détestent les juifs? Je ne vais pas sonder les cœurs. Néanmoins, je pense qu'il y a aussi des visées électoralistes qui amènent à ce qu'on amène... Je vous ai parlé de police bashing tout à l'heure. Vous parlez de quoi? Vous parlez d'LFI? Vous parlez de quoi? Particulièrement de la France insoumise. Je veux dire qu'ils sont quand même en première loge de tout ce qui va être l'incitation à la haine, notamment contre le groupe professionnel que nous sommes, nous les policiers, et qui va dans des visées très clientélistes et électoralistes, amener à des discours, je pense, assez dangereux dans notre situation. Le dialogue est nécessaire. Je veux dire, moi, je regarde les pays qui ont connu le terrorisme à un point culminant. Je pense particulièrement à un pays, l'Algérie, qui a 1 heure, 2 heures de vol d'ici, qui a connu un terrorisme innommable, 200 000 morts, et qui a eu l'alliance intelligente de faire du sécuritaire et du dialogue. Aujourd'hui, en France, on ne peut pas faire du tout sécuritaire. Parce que je vous l'ai dit en début de propos et je me dépêche là-dessus, il y a des textes européens et des textes nationaux qui nous bloquent. Et évidemment, en matière de dialogue et de surveillance, on est en sous-effectif. Juste un petit mot. Les collègues de la DGSI, du SCRT, de la DRPP font un travail exceptionnel. Néanmoins, même sur une fiche active comme celle qui concerne l'auteur de l'attentat d'Arras, eh bien, les effectifs sont en nombre insuffisant. Et ça, nos concitoyens doivent le savoir. Et là, vous parlez du renseignement. Merci Linda Kebab d'être venue dans ce studio. Vous êtes la déléguée nationale unité SGP Police Force Ouvrière.